Bonsoir à tous. Voilà, nous sommes heureux de vous retrouver. Quand je dis cela, c'est parce que ça fait 2 ans qu'on n'a pas organisé de conférence. La dernière fois, c'était le 5 février 2020, c'était à Gurcy-de-Châtel, et nous avions accueilli Marc Dufumier, qui était agronome, et qui était venu nous parler d'agroécologie, pardon. Voilà, je voudrais remercier, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la mairie de Donne-Marie, je voudrais remercier la maire, Madame Sozinski, maire de Donne-Marie, parce que lorsqu'on a fait les démarches pour trouver une salle, ça n'a pas été évident. Et donc, grâce à Patrick Ménez, qui est un de ses adjoints, eh bien, on a pu obtenir cette salle dans laquelle vous êtes accueillis là aujourd'hui. En plus, elle a été totalement rénovée, donc c'est formidable. Les derniers remerciements vont à Christian Byzanti, parce que Christian, qui est là, voilà, qui est arrivé, c'est lui notre concepteur d'affiches que vous pouvez voir depuis 2014 que l'on fait et que l'on organise des conférences. Eh bien, c'est Christian Byzanti qui officie justement dans ce domaine. Alors, ce soir, nous allons aborder la problématique du réchauffement climatique et de ses dérèglements. Je reprendrai les mots récents du secrétaire général de l'ONU, Guterres, qui précisait « Nous marchons les yeux fermés vers la catastrophe climatique. Et malgré de nombreuses alertes, nous sommes en état de sidération. » Tout cela est corroboré par quelques informations récentes, vraiment très récentes, que j'ai tirées d'un quotidien du soir. Je suis allé voir un petit peu les informations à propos du climat sur le mois de mars. Et voilà, j'en ai retiré quelques-unes. Par exemple, le 22 mars, l'Antarctique est touchée par une vague de chaleur exceptionnelle, plus 40 degrés Celsius au-dessus de la moyenne. Le 9 mars, la Corée du Sud est en proie à des incendies, ces fameux méga-feux, d'une ampleur exceptionnelle, les mêmes qu'on a retrouvés l'année dernière en Australie, qu'on a retrouvés l'année dernière aussi en Californie. Le fleuve Panama, en Amérique du Sud, subit une décrue historique en cette période. Le 4 mars, par exemple, l'Australie est frappée par des inondations sans précédent. Et enfin, les émissions de CO2 du secteur énergétique sont remontées fortement en 2021, plus 6% selon l'Agence internationale de l'énergie. Alors c'est vrai qu'on pourrait citer bien d'autres articles, bien d'autres informations, mais nous allons laisser le soin à Sophie Zopa de nous éclairer sur toutes ces connaissances scientifiques et les perspectives de l'évolution du climat. Alors, Sophie Zopa est directrice, alors ça sera affiché après, ça sera bien, voilà, est directrice de recherche au CEA, au Commissariat à l'énergie atomique, au sein du laboratoire de sciences du climat et de l'environnement. C'est à Saclay, c'est ça? À Saclay, oui. Elle est spécialiste de la chimie de l'atmosphère. Elle est également experte auprès du GIEC et a été co-autrice du dernier rapport. Alors, on la remercie chaleureusement parce que Sophie vient de loin. Elle vient de Saclay. Donc, c'est pas la porte à côté. Puis, alors, la Seine-et-Marne, c'est le fin fond de la Seine-et-Marne. Donc, c'est bien. Elle a tout de suite accepté, Sophie, de venir apporter justement tout son éclairage par rapport à cette problématique qui nous touche tous. Et puis, elle a un emploi très chargé. Il y a 3 jours, elle était sur la côte ouest des États-Unis. Donc, elle m'a tout de suite prévenu que si elle s'endormait, il fallait lui donner un petit coup de coude parce que le décalage horaire de 9 heures n'est pas toujours évident. Voilà, moi j'en ai terminé. Je vais passer la parole à monsieur Emmanuel qui va parler d'organisation. Oui, bonjour à tous. Bienvenue dans cette conférence débat. Je vais vous présenter très rapidement les 2 associations organisatrices. La première, c'est FASE du Montois. C'est une association locale, donc sur le Montois, comme son nom l'indique. Elle organise généralement 1 à 2 conférences, voire 3 conférences par an, sur des sujets assez variés, mais surtout axés et centrés sur l'environnement. On a déjà organisé plusieurs débats, notamment, conférences débats sur le climat, notamment avec Gilles Rabstein qui était venu en 2016 déjà. Donc c'était un petit peu loin.
Voilà, la conférence est aussi organisée en association avec l'épicerie de Gurcy. L'épicerie de Gurcy, c'est un peu le complément de Phase, puisque Phase a pour objectif la réflexion sur l'environnement. Et d'un autre côté, l'épicerie, elle est très pratique. Elle a pour objectif en fait de mettre en avant les produits locaux dans le cadre d'un développement qui serait lié à la pensée de René Dubos, je ne sais pas si vous connaissez, qui avait expliqué qu'il fallait penser global mais agir local. Donc cette définition, elle a pour objectif à la fois complémentaire de pouvoir s'interroger sur les grandes questions d'environnement, mais aussi de mettre en pratique au plus près, j'allais dire, d'une réalité, les changements climatiques, de façon à ce qu'on puisse avoir, par exemple, des produits de consommation courante qui soient abordables et en même temps équitables pour les agriculteurs. Sinon, sur le déroulement même de la conférence, Sophie Zopa va intervenir donc pendant 45 minutes. Elle va nous présenter donc sa présentation, et puis par la suite, donc vous aurez la possibilité de poser des questions. Des questions, alors soit vous le faites de manière orale directement, sinon vous avez la possibilité aussi d'utiliser les petits post-it jaunes que j'avais posés sur les chaises, et puis vous les donnez ensuite à deux personnes qui sont là, voilà. Bertrand, voilà, et Evelyne, de façon à ce qu'on puisse les trier et faire en sorte qu'il n'y ait pas 3 fois la même question qui soit posée. Voilà un petit peu le déroulement. Ensuite, à l'issue de ces 45 minutes ou 50 minutes de débat, il y aura un petit chapeau qui se baladera dans la salle de façon à ce qu'on puisse revenir sur les petits investissements qu'on a fait pour pouvoir organiser cette conférence. Et enfin, on clôturera la soirée par un pot de l'amitié qu'on a prévu, et on pourra discuter comme ça tous ensemble aussi peut-être d'une prise de conscience de l'urgence à agir. Voilà, merci en tout cas beaucoup d'être venus aussi nombreux ce soir. Je vais passer la parole à Sophie Zopa donc, pour qu'elle puisse commencer sa présentation. Merci tout d'abord de m'avoir invité. Donc Jean-Paul m'a présenté, mais il ne le sait pas, mais je fais moi-même aussi partie d'un épi, donc d'une épicerie participative, comme sans doute certains d'entre vous ici. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du changement climatique. Donc je suis contente, je vois qu'on a une salle bien pleine avec des gens de 7 à 77 ans qui sont venus écouter. Donc ça fait vraiment plaisir, surtout un vendredi soir. C'est pas forcément le sujet dont on a envie d'entendre parler. Donc effectivement, moi je travaille au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Je ne suis pas climatologue, ce qui peut peut-être vous surprendre de prime abord. Comme l'a dit Jean-Paul, moi je suis chimiste, donc j'étudie plutôt la pollution, mais une partie des polluants agissent également sur le climat. Et ça vous montre aussi que, en fait, pour travailler sur le climat, il y a besoin de très nombreuses disciplines, aussi bien des disciplines reliées à la physique du climat, mais aussi aujourd'hui aussi beaucoup de disciplines reliées aux sciences humaines. Donc j'ai effectivement participé au rapport, donc ça n'est plus déjà le dernier rapport, donc c'est le rapport qui est sorti au mois d'août, qui faisait l'état des connaissances sur les bases physiques du changement climatique. Depuis, il y a un rapport dont vous avez peut-être entendu parler qui est sorti il y a 3-4 semaines sur les impacts, les risques du changement climatique et la manière de s'y adapter. Et puis, il y a un rapport dont vous entendrez parler la semaine prochaine, qui est le rapport sur les moyens d'atténuer le réchauffement climatique, qui là fait plus appel à des technologues et à des économistes. Donc ce que vous voyez ici, ce sont différentes photos de scientifiques qui ont participé à ce premier rapport et qui sont là dans leur élément naturel de recherche, si on peut dire. Donc vous voyez que la base que l'on utilise en fait pour étudier le climat, c'est quand même d'aller sur le terrain pour aller échantillonner toutes sortes d'informations, donc aller sonder aussi bien les glaces pour retrouver les concentrations de gaz à effet de serre dans le passé, pour comprendre les climats du passé, aller regarder les écosystèmes,
Évidemment, on a des mesures en continu au sol, on a beaucoup désormais de mesures satellites, on a des mesures dans l'océan de surface, mais aussi maintenant depuis quelques décennies en profondeur dans l'océan. Donc ça, c'est le premier pilier sur lequel s'appuie la science du climat, la science de la physique du climat, ce sont les mesures. Le deuxième pilier, c'est la modélisation. Donc là, c'est faire tourner des modèles numériques, donc c'est mon métier, on est tout le temps derrière un ordinateur. Ces modèles numériques, ce qui est important de comprendre, c'est ce que ça représente, c'est de la physique et de la chimie. Donc ce sont les mêmes lois qui permettent d'envoyer des fusées dans l'espace, qui permettent de dimensionner un barrage. Ce sont des lois physiques, ce ne sont pas des extrapolations mathématiques où on dirait « Ah bah si ça s'est réchauffé de temps, alors ça va continuer sur la même trajectoire ». C'est vraiment des lois physiques qui sont résolues par des équations mathématiques. Et puis on a développé de nombreuses méthodes qui permettent de combiner les informations qu'on a par les observations et ce que l'on obtient par ces modèles physiques. Et ça, c'est l'autre grand progrès qui permet des progrès des connaissances et de réduire en particulier nos incertitudes pour ce qui est projection future que je vous présenterai tout à l'heure. Donc ça, c'est pour ce qui est du rapport sur les bases physiques. Et donc, ce que l'on fait quand on est sélectionné pour être auteur du GIEC, c'est que l'on arrête pendant un temps ce travail en partie pour analyser ce qui a déjà été publié dans la littérature scientifique. Et donc on doit analyser un grand nombre de publications pour étudier les protocoles, vérifier le poids et la robustesse de chaque publication. Et l'objectif, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui est robuste dans les connaissances et qu'est-ce qui est encore en construction. Vous avez pu voir par exemple dans le cas du Covid, où au début toutes sortes d'experts se relayaient à la télévision, et puis du jour au lendemain vous entendiez le contraire de ce que vous aviez entendu la veille, parce que la science procède comme ça par itération, et puis il y a des impasses, on revient en arrière, et du coup en général les gens ne voient pas cette construction du savoir, et ce qu'on vous apprend à l'école c'est ce qui est déjà consolidé et robuste, mais dans le cas du Covid, où la science se faisait très rapidement au fur et à mesure de l'évolution de l'épidémie, vous avez vu un peu l'envers du décor. Là, dans le cas des rapports du GIEC, c'est vraiment s'arrêter, regarder ce qui a été publié les 10 dernières années et vraiment voir ce dont on peut être sûr par rapport à ce qui nécessite encore de la recherche. Donc pour un rapport comme celui-ci, on est un peu plus de 200 auteurs de 65 pays. Et on écrit notre rapport et à différents stades de son écriture, on le diffuse à la communauté scientifique qui peut faire des commentaires de fond ou de détail. Et nous, on doit prendre en compte chaque commentaire et répondre à chaque commentaire. C'est assez fastidieux. Donc là, c'était 78 000 commentaires pour ce rapport. Et les gouvernements peuvent aussi le commenter et dire là, vous regardez les choses que sous tel ou tel angle. On pense que vous devriez aussi regarder tel autre type de travaux. Et donc, ça nous permet de progresser. C'est ce qui permet la qualité de ce type de rapport. Donc, on écrit tous nos chapitres. À la fin, on écrit un résumé par chapitre. Et de ce résumé, on fait encore un processus de distillation où on rédige un résumé pour les décideurs. C'est ce que je vais vous présenter ce soir essentiellement. Et ce résumé pour décideurs, il est approuvé à la fois par les scientifiques et par les représentants des différents pays membres du GIEC. Alors aujourd'hui, c'est 195 pays membres, donc c'est autant de pays, un peu plus, je crois, que les pays membres de l'ONU, qui vont discuter point par point avec, évidemment, ils n'ont pas tous les mêmes intérêts, donc ils vont parfois vraiment nous titiller certains pour freiner, d'autres pour pousser des résultats scientifiques. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est dans le résumé pour décideurs, in fine, fait le consensus à la fois dans le monde scientifique, mais aussi des différents pays, et même de pays qui, des fois, peuvent avoir peu d'intérêt à pousser la connaissance sur le changement climatique, mais dans ce cadre-là, ils acceptent et ils disent que oui, ce qui est dedans est bien la synthèse de nos connaissances. Et donc ce résumé pour décideurs, il sert ensuite pour la prise de décision. Donc par exemple dans les COP, dont vous avez dû entendre parler, donc il y avait la COP à Glasgow à l'automne,
Et vous voyez ici Valérie Masson-Delmotte qui dirigeait ce travail du groupe 1, qui présente à la tribune les résultats qu'on avait obtenus dans le cadre du groupe 1. Donc ça, c'est le processus du GIEC. Le GIEC, ça existe depuis maintenant 1988, et le premier rapport en 1990 disait déjà que nous étions certains en 1990 qu'il existait un effet de serre naturel, donc je reviendrai dessus juste après, que les émissions qui venaient des activités humaines avaient conduit à une augmentation des concentrations de gaz à effet de serre, et que ces augmentations renforçaient l'effet de serre et entraînaient un réchauffement supplémentaire de la surface de la Terre. Donc ça, c'est quelque chose qui était déjà établi comme certain dès 1990. Donc dans ce que vous voyez ici, c'est la présentation dans ce rapport. Donc au début, il y a 2-3 graphiques un petit peu peut-être plus difficiles que les autres, mais vous en faites pas. Après, il n'y a pas de graphique scientifique compliqué, et vous pourrez très vite raccrocher les wagons sur des choses plus faciles. Donc ici, ce que l'on voit, c'est l'augmentation des concentrations des principaux gaz à effet de serre, donc le CO2, dioxyde de carbone, le méthane, CH4, et l'oxyde nitreux N2O, le protoxyde d'azote. Donc ce que vous voyez dans la partie qui est ici, ce sont les fluctuations de concentration sur plusieurs milliers d'années dans le passé. Donc ça, c'est quelque chose que l'on connaît grâce aux carottes de glace. Et puis ce que vous voyez ici, c'est l'augmentation depuis l'époque pré-industrielle pour chacun d'eux. Vous voyez que ce n'est pas du tout comparable avec les variations naturelles qu'on a pu avoir avant. Et on sait que l'ensemble de cette augmentation est lié à nos activités humaines. Et dans la dernière décennie, les émissions ont atteint, pardon pour la faute d'orthographe, leur plus haut niveau depuis le début de l'histoire humaine. Donc ça, c'est pour les émissions donc, qui induisent des augmentations de concentration. Donc ça, c'est le plus compliqué. Après, il n'y a plus rien de compliqué. Donc à l'équilibre, le climat est à l'équilibre quand l'énergie qu'il reçoit du Soleil est égale à l'énergie qui est réémise par la Terre. Et quand vous avez des gaz à effet de serre, une partie de cette énergie qui est réémise par la Terre est piégée dans la basse atmosphère et conduit à un réchauffement du système climatique entier. Donc le système climatique, c'est pas seulement l'atmosphère, c'est aussi l'océan, les surfaces continentales et la glace. Et en pratique, aujourd'hui, l'océan, il capture plus de 90% de la chaleur qui est en excès. Donc le réchauffement de température qu'on subit, nous, habitants en surface, est petit par rapport à l'excédent de chaleur qu'on a accumulé à cause de ces gaz à effet de serre. Donc ça, c'est sur le fonctionnement, la mécanique du changement climatique. Donc l'analyse que l'on a fait de l'ensemble des observations qui étaient analysées dans la littérature scientifique montre que les changements climatiques récents tels qu'a pu les citer Jean-Paul sont aujourd'hui généralisés, rapides, qu'ils s'intensifient, mais qu'ils sont également sans précédent depuis des milliers d'années. Donc ces changements, ils concernent aussi bien l'atmosphère, donc vous le savez, avec une augmentation de la température de surface. On a également une augmentation de la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère et on a des perturbations de la circulation atmosphérique. On a également des perturbations de ce que l'on appelle la cryosphère, donc c'est le monde gelé sur Terre. Donc on a un dégel des pergélisols. Les pergélisols sont des sols qui normalement restent gelés en permanence. C'est le cas par exemple en Sibérie, mais même relativement bas à nos latitudes. Donc ces sols, aujourd'hui, on observe leur dégel. On a partout une baisse du couvert neigeux, et en particulier à nos latitudes. On a une diminution de la calotte de glace, et en particulier celle du Groenland. On a une baisse de la glace de mer dans toute la zone arctique, une diminution de cette glace de mer, et on a une diminution généralisée des glaciers partout dans le monde. Ça, c'est pour la cryosphère. Je vous ai dit, l'océan capture plus de 90% de la chaleur excédentaire dans le système. De ce fait, les océans se dilatent
et ça conduit à une augmentation du niveau des mers, donc qui est liée à la fois à la dilatation des océans et au fait que la cryosphère fond et donc apporte plus d'eau aux océans. On a donc une augmentation de la température à la fois en surface des océans mais également en profondeur. Et parce que le CO2 augmente dans l'atmosphère et qu'une partie de ce CO2 est absorbée par les océans, on a une acidification aujourd'hui des océans. Et enfin, on a des changements que l'on observe sur les terres avec une augmentation des précipitations au-dessus des zones continentales en moyenne globale, mais également un accroissement des saisons de croissance et en particulier à nos latitudes. Et je reviendrai dessus plus tard, mais on a un verdissement qu'on voit de la végétation de l'espace qui est lié à l'augmentation du CO2, qui est quelque chose qui à lui seul est plutôt bénéfique pour la végétation. Et on a un déplacement des espèces vivantes vers les latitudes plus polaires pour fuir le réchauffement climatique. Donc, l'une des manifestations de ce réchauffement, je vous l'ai dit, et vous le savez sans doute déjà, c'est l'augmentation de la température de surface. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la température de surface globale sur toute la Terre telle qu'elle est observée, mesurée depuis 1850. Donc, vous voyez qu'elle a des fluctuations fortes d'une année sur l'autre. Et nous, quand on travaille sur le climat, c'est la différence avec la météorologie, c'est qu'on fait des moyennes sur au moins 10 à 20 ans pour voir des choses qui sont significatives et qui ne sont pas trop perturbées par le fait qu'il y a ces changements d'une année sur l'autre. Et ce que l'on montre dans ce rapport, c'est que sur la dernière décennie, donc les années 2010 à 2020, on a un réchauffement par rapport à cette période pré-industrielle qui est de 1,1 degré. Et vous le voyez également, chacune des 4 dernières décennies a été plus chaude que la précédente et plus chaude que toutes celles qui l'ont précédée depuis 1850. Donc on dit dans ce rapport que les changements dans le système climatique et sur de nombreux aspects sont sans précédent également à l'échelle de multiples centaines à milliers d'années. Donc ça, je ne vais pas vous le redémontrer, mais grosso modo, c'est les informations qu'on peut tirer de différentes archives naturelles et notamment les carottes de glace qui nous permettent d'avoir l'information sur plusieurs centaines de milliers d'années. Donc ici, vous retrouvez cette augmentation de la température depuis 1850 et vous la revoyez placée dans un contexte plus long sur les derniers 2000 ans. Et vous pouvez voir que l'augmentation sur les derniers 170 ans est effectivement sans précédent sur cette échelle de 2000 ans et son rythme est extrêmement rapide. Le réchauffement, il est également plus fort sur les continents que sur les océans et je vous montrerai tout à l'heure une carte, il est également plus fort en Arctique, donc au pôle Nord, par rapport au reste du monde. Donc on montre également dans ce rapport qu'il est incontestable que ce sont les activités humaines qui sont à l'origine du changement climatique. Donc ici, vous retrouvez la courbe que je vous ai montrée et vous retrouvez ici représentée sous la forme de barre les 1,1 degrés de réchauffement par rapport au pré-industriel. Et ce que l'on voit quand on utilise des modèles, donc ce que l'on voit ici, c'est la variabilité, donc ces fluctuations qu'on a d'une année sur l'autre, qui sont obtenues et qui sont liées uniquement à la variabilité naturelle, donc à l'activité volcanique, aux fluctuations d'intensité solaire ou à ce qu'on appelle la variabilité interne, qui est le fait qu'il y a beaucoup d'échanges d'énergie entre l'océan et l'atmosphère, et donc l'énergie, elle n'est pas toujours exactement au même endroit. Donc vous allez avoir des années, par exemple, des années El Niño, où l'énergie va être distribuée différemment, et du coup, c'est ce qui explique ces fluctuations. Donc c'est quelque chose qui est très important, et en particulier régionalement, pour les gens qui sont tout autour du Pacifique. Être ou pas dans une année El Niño change complètement la donne. Donc c'est quelque chose qui est important pour la manifestation du climat d'une année sur l'autre, mais ça n'explique absolument pas cette augmentation de 1,1 degré. Et par contre,
Il y a plein de petits carrés qui d'habitude n'apparaissent pas, c'est pour ça que je suis un petit peu troublée. Donc si cette fois on regarde l'influence humaine, c'est-à-dire l'augmentation des gaz à effet de serre, et qu'on met cette augmentation des gaz à effet de serre dans un modèle de physique, on retrouve une influence humaine qui est totalement égale à la variation qu'on a pu constater de 1,1 degré, qui, elle, vient des observations de température. Donc ce réchauffement, cette barre rouge, est liée à deux effets. Donc du coup, on ne voit pas très bien, mais vous avez un effet important qui est un effet de réchauffement qui est lié à l'accroissement des gaz à effet de serre, et cet effet est pour l'instant partiellement compensé par un refroidissement qui est lié aux aérosols. Alors les aérosols, c'est ce qu'on appelle aussi des particules fines. Vous en entendez parler pour des problèmes de pollution. Ce sont les mêmes particules fines qui sont liées à la pollution qui, pour l'instant, refroidissent en partie l'atmosphère. En même temps, on a des politiques de lutte contre la pollution qui sont importantes, puisque c'est plus de 4 millions de morts par an, et c'est plus de 90% de la population mondiale qui est exposée à des niveaux trop élevés de pollution. Donc c'est important de lutter contre la pollution, mais ça conduit depuis maintenant plusieurs décennies à une baisse de ce refroidissement qui est lié aux aérosols. Donc je vous ai montré la part qui est liée à l'accroissement des gaz à effet de serre et des aérosols. Ici, c'est la même chose, mais qui est ventilée vraiment composé par composé. Ce qu'il faut retenir ici, c'est simplement que les deux principaux gaz à effet de serre qui conduisent à ce réchauffement de 1,1 degré sont le CO2 et le méthane. Le CO2, son accroissement est lié à l'utilisation des énergies fossiles, donc le charbon, le pétrole, mais aussi le gaz naturel. Cette utilisation explique 80 à 90% de l'accroissement du CO2 dans l'atmosphère, et également un changement d'usage des terres et une déforestation qui ont conduit également à l'augmentation de CO2. Ce CO2 que l'on émet, en pratique, il y en a plus de la moitié aujourd'hui qui est réabsorbé par les océans et par la végétation, donc qui nous rendent ce service. Mais on sait que dans le futur, ce service va être moindre, c'est-à-dire ils vont continuer à absorber, mais en proportion, ils vont moins absorber si on augmente trop les gaz à effet de serre, parce qu'ils vont eux-mêmes subir l'effet du changement climatique. Et donc ce CO2, il a un effet qu'on dit cumulatif, c'est-à-dire que chaque fois qu'on en rajoute, ça vient s'ajouter au précédent. Donc ce qu'on subit aujourd'hui, c'est l'impact des émissions depuis le début de nos émissions du pré-industriel. C'est un petit peu différent dans le cas du méthane. Donc le méthane, lui, il est émis à part égale par les énergies fossiles, et en particulier l'extraction et la distribution des énergies fossiles et du gaz, dont le gaz, et par les activités agricoles et notamment par l'élevage. La différence, c'est que le méthane, lui, reste peu de temps dans l'atmosphère, et que ce que l'on subit, ce sont nos émissions des 20 dernières années, mais ce ne sont pas nos émissions depuis le début de l'époque pré-industrielle. Donc ça a une importance en particulier pour les politiques qui visent à réduire les gaz à effet de serre dans le futur, puisque si on baisse nos émissions de méthane, on a très vite un effet. C'est un petit peu plus compliqué pour le CO2. Et puis le méthane, il est aussi impliqué dans la production d'ozone, qui est un polluant dans l'atmosphère. Et donc réduire le méthane permet aussi de réduire les problèmes de pollution à l'ozone qui affectent en même temps notre santé, mais aussi la production, notamment céréalière. Donc on montre dans ce rapport que l'influence humaine est le principal facteur également du réchauffement de l'océan et de son acidification depuis les années 70. Des changements visibles dans les zones gelées de la planète, donc je vous en ai parlé, le recul global des glaciers depuis les années 90, la baisse de la banquise arctique de 40% depuis 1979, la diminution du manteau neigeux au printemps depuis les années 50. Donc on montre qu'il est incontestable que ce sont bien nos activités humaines qui sont à l'origine du changement climatique,
Et ce changement climatique rend également les extrêmes à la fois plus intenses et plus fréquents. Donc les extrêmes, ça va être les vagues de chaleur, les fortes précipitations et les sécheresses. Donc ce que vous voyez ici, c'est une carte. Alors c'est une carte du monde stylisée où vous voyez les continents et chaque hexagone représente une région du monde. Donc nous, on est ici l'Europe de l'Ouest et la Méditerranée. Et chaque hexagone qui est colorié en orange, c'est un hexagone dans lequel on a des publications qui montrent qu'on a des vagues de chaleur intenses qui sont plus intenses et ou plus fréquentes. Et plus il y a de points dans un hexagone, plus on a une certitude élevée sur le fait que c'est lié aux activités humaines et que donc ces vagues de chaleur n'auraient pas eu lieu avec cette intensité sans les activités humaines. Donc vous voyez que pratiquement l'ensemble du globe est aujourd'hui concerné par cette augmentation des vagues de chaleur avec un assez bon degré de certitude sur l'attribution aux activités humaines. Ici, ce que vous voyez, c'est pour les fortes précipitations. Donc, en vert, ce sont les endroits où on a une augmentation avérée des fortes précipitations. Vous voyez, en gris, ce sont les endroits pour lesquels on n'a pas suffisamment d'informations pour conclure. Et vous voyez que dans l'hémisphère sud, il y a encore beaucoup d'endroits qui ne sont pas suffisamment documentés pour qu'on puisse vraiment en dire quelque chose, ce qui pose un vrai problème. Et puis après, vous avez des régions, par exemple, comme la Méditerranée, qui peuvent, pour certains lieux, avoir subi plus de précipitations, mais pour autant, on ne peut pas vraiment déterminer un signal qui soit vrai pour l'ensemble de cette région méditerranéenne. Et enfin, ce que vous voyez là, c'est en jaune les lieux, les endroits pour lesquels on a recensé une augmentation des sécheresses écologiques, donc la sécheresse des sols, qui est quelque chose de très important pour les écosystèmes et pour l'agriculture. On voit là que c'est quelque chose qu'on observe dans certaines régions, mais pas dans toutes, et que là, c'est un petit peu plus difficile de faire de l'attribution. Donc ce que l'on peut conclure de ces différentes cartes et d'autres éléments d'information, c'est que l'ensemble des régions habitées de la planète sont aujourd'hui touchées d'une manière ou d'une autre dans leurs extrêmes par le réchauffement climatique. Donc je vous l'ai montré pour les vagues de chaleur, les fortes précipitations, les sécheresses. C'est aussi vrai pour l'intensité des cyclones tropicaux et notre capacité à montrer qu'ils étaient liés à nos activités s'est énormément renforcée. Aujourd'hui, quand un événement se produit, très rapidement derrière, on lance des modèles pour vérifier quelle est la probabilité que cet événement se soit produit ou non s'il n'y avait pas eu les activités humaines. Donc, je vous ai montré pour les trois premiers. On montre également qu'on a des conditions qui combinent plusieurs paramètres qui, elles aussi, sont en augmentation. Donc, par exemple, les conditions qui sont propices aux incendies, qui vont être favorisées par des vagues de chaleur sur des zones sur lesquelles il y a déjà eu de la sécheresse dans les semaines ou mois précédents, mais également des événements combinés dans l'océan qui vont être liés, par exemple, à des vagues de chaleur qui viennent s'ajouter à une acidification générale de l'océan, mais également à une perte d'oxygène, parce que l'océan étant plus chaud, il va y avoir moins de circulation, du coup il va moins absorber l'oxygène de surface, et on a aujourd'hui des zones dans l'océan qui ont perdu leur oxygène, ce qui est forcément, vous l'imaginez, un problème très important pour le vivant dans l'océan, et avec déjà des conséquences importantes pour les gens qui dépendent de la vie marine et de la pêche notamment. Donc là, je vais vous parler juste de quelques résultats qui viennent du groupe 2, donc qui ont été analysés dans le rapport qui est sorti il y a quelques semaines. Donc juste pour vous expliquer la différence, donc dans le groupe 1, on analyse la physique, donc des paramètres comme la température, les précipitations, des paramètres physiques du climat. Dans le groupe 2, ils vont regarder comment ces manifestations du changement climatique se combinent avec l'exposition et la vulnérabilité. Si vous avez un événement, par exemple un cyclone qui a lieu sur une zone désertique, forcément, ça n'a pas le même impact que sur une zone habitée. Et si cette zone habitée est habitée par des gens qui ont les moyens
d'avoir des digues et de se protéger, ça n'a pas le même impact que sur des populations qui vivent éventuellement dans des bidonvilles. Donc eux combinent l'ensemble de ces informations pour évaluer les risques qui sont cette combinaison de l'occurrence, le fait qu'un événement se déroule, mais également qu'il impacte des gens ou des écosystèmes vulnérables. Et donc ce que dit ce rapport, c'est que le réchauffement global a déjà causé des perturbations dangereuses et généralisées des écosystèmes, qui a entraîné des extinctions en masse déjà pour une partie des écosystèmes. Vous voyez ici une illustration qui est une forêt californienne impactée par le stress hydrique, par une sécheresse. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est simplement pour vous dire que du coup, eux, ils analysent des publications vraiment pour région par région et écosystème par écosystème. Et en fait, ils montrent qu'on a des impacts pour l'ensemble des écosystèmes, aussi bien sur Terre que dans les eaux douces ou dans les zones océaniques. On a un déplacement des espèces, donc je vous disais, vers le nord dans notre hémisphère ou vers le pôle sud dans l'hémisphère sud. Et puis on a des changements de ce qu'on appelle la phénologie. En fait, c'est la saison. C'est la saisonnalité en fait des végétaux. Donc, par exemple, les agriculteurs le constatent déjà dans notre pays, où les dates de vendange sont déjà de moisson sont déjà bien décalées par rapport à ce qui pouvait se pratiquer il y a encore quelques décennies. Et ça pose des problèmes. Par exemple, dans le cas actuel des gelées, ça n'a pas le même impact, une gelée sur des arbres qui sont déjà en fleurs et qui étaient déjà prêts à faire leurs fruits, ou sur des arbres qui seraient encore en début de croissance, enfin, au début de leur saison de croissance. Et du coup, tout ça modifie beaucoup les pratiques agricoles et conduit à des dommages qui sont considérables. Donc ce rapport montre également que le changement affecte la vie de plusieurs milliards de personnes malgré des efforts d'adaptation, et en particulier ça a des impacts qui sont liés, je vous disais, à l'augmentation des cyclones intenses, l'augmentation du niveau marin et les événements extrêmes qui sont déjà qui ont déjà conduit à des pertes et à des dommages qui sont importants pour une grande partie de la population mondiale. Donc ce rapport explique également que le changement climatique, donc vous voyez ici par exemple dans ce qui est encadré en rouge pour l'Europe, ce changement climatique, il a déjà eu des impacts, et en particulier en termes de sécurité alimentaire. Donc même si on produit aujourd'hui beaucoup plus d'aliments qu'on était capable de le faire auparavant, cette croissance a été freinée par le réchauffement climatique, et il y a déjà une insécurité alimentaire importante pour certaines régions du monde, et en particulier des régions en Asie et en Afrique qui sont déjà fortement impactées par le réchauffement. Donc ce rapport du groupe 2 insiste sur le fait que les impacts sont amplifiés dans les villes. Donc ici, il ne s'agit pas de dire que les villes que le mode de vie urbain est plus émetteur, c'est vraiment en termes de manifestation du changement climatique que dans les villes, les effets vont être exacerbés, les vagues de chaleur vont être plus fortes dans les villes qu'à l'extérieur, dans des zones rurales. Et aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit en ville, et c'est quelque chose qui est en forte augmentation, donc ça pose un vrai problème. Ce rapport du groupe 2 estime que plus de 3 milliards de personnes vivent dans des zones à forte vulnérabilité vis-à-vis du changement climatique. Donc là, tout ce que je vous ai indiqué, c'était ce que l'on observe pour le passé et le présent. Et maintenant, là, je reviens sur le groupe 1 et je vais vous parler un petit peu plus du futur et de ce à quoi on peut s'attendre dans le futur. Donc ce que l'on dit, nous, dans le groupe 1, notre conclusion principale, c'est qu'à moins de réduire très rapidement et à grande échelle les émissions de gaz à effet de serre,
on n'arrivera pas à rester proche de 1,5 et peut-être même que 2 degrés seront hors de portée. Donc 1,5 ou 2 degrés, c'est l'objectif qui est fixé dans l'accord de Paris, sur lequel se sont entendus les pays en 2015. Donc vous verrez un petit peu plus loin ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça fait comme différence d'être à 1,5 ou 2 degrés. Donc je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est à 1,1 degré. Donc comment est-ce qu'on arrive à cette conclusion dans le groupe 1 ? Donc, pour cela, on analyse ce que l'on appelle des scénarios. Donc, des scénarios, ce sont des hypothèses qu'on fait sur le futur, par exemple en termes de croissance démographique, de déploiement de telle ou telle technologie, et puis de grands choix de société qui vont être faits, alors à des échelles très très larges, mais par exemple soit de coopération entre les pays pour aller vers un monde qui soit plus soutenable, soit au contraire un monde avec plus de rivalité, plus de guerres, des affrontements, et des pays qui vont éventuellement vouloir continuer à se développer avec énormément d'énergie fossile. Donc on envisage comme ça différents futurs, et de ces hypothèses, on peut déduire différentes trajectoires en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ces émissions pour les différents grands scénarios que nous avons étudiés, nous, dans le groupe 1, sont représentées ici. Donc vous voyez que dans les scénarios les plus soutenables, on a des émissions de CO2 qui sont basses à très basses, c'est-à-dire que très rapidement, on a des émissions de CO2 qui amorcent une décrue, et elles atteignent net zéro en 2050 ou 2070. Donc net zéro, ce que ça veut dire, c'est soit qu'on n'émet plus du tout de CO2, soit, ce qui paraît plus probable, c'est qu'on en émet encore un petit peu, mais qu'on est capable de le compenser. Donc on sait qu'on peut compenser une petite partie d'émissions, mais on ne pourrait pas compenser les émissions telles qu'on émet actuellement. Donc actuellement, on est autour de 40 milliards de tonnes par an. On ne serait pas capable de compenser 40 milliards de tonnes. Mais on peut imaginer que si on arrive à vraiment décroître les émissions, on soit capable de compenser le résiduel et du coup d'atteindre ce que l'on appelle net zéro. Donc c'est pas zéro, c'est net zéro, c'est-à-dire qu'il y a du plus et du moins, mais que la somme est à zéro. Donc ça, ce sont les scénarios qu'on peut dire vertueux. Après, on a un scénario intermédiaire où là, on continue encore un petit peu d'augmenter nos émissions, et puis mondialement, on arrive à réduire dans la deuxième partie de ce siècle. Et puis, on a deux scénarios qui sont évidemment beaucoup plus pessimistes, dans lesquels on continue d'augmenter nos émissions de CO2. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les engagements pris par les différents pays, sur le début de la courbe au moins, sont plutôt sur la courbe jaune que sur les courbes rouges ou bleues. Mais ce ne sont que des engagements, et on est encore aujourd'hui dans une croissance des émissions. Donc ça, c'est les grandes hypothèses sur lesquelles on s'appuie. Donc là, c'est pour le CO2, mais évidemment, c'est décliné aussi pour tous les autres gaz à effet de serre et pour les particules. Et donc, quand on utilise cette information, avec les modèles de physique et en utilisant aussi ce que l'on sait du passé pour contraindre ce qui peut se passer dans le futur, on a cette évolution de la température globale. Donc, ce que vous voyez, c'est que quel que soit le scénario, dans la prochaine décennie, enfin dans la décennie 2020-2040, pardon, dans le court terme qui est 2020-2040, et en particulier dans la décennie 2030-2040, on va forcément continuer à avoir une augmentation et donc un renforcement du changement climatique. Parce que dans tous les scénarios, on continue d'émettre du CO2, même si ça diminue, ce qu'on continue d'émettre continue à s'ajouter à ce qu'on avait déjà émis. Donc, parce qu'on ne sait pas arrêter tout de suite nos émissions de CO2, on va continuer à avoir un réchauffement. Mais par contre, après 2040, la manière dont va évoluer la température dépend vraiment de la trajectoire sur laquelle on sera, et donc de la capacité des pays à s'entendre et à déployer des politiques qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Puis vous voyez qu'en fin de siècle, on peut faire face à des futurs qui sont très différents suivant ce qu'on aura été capable collectivement de mettre en place.
Et donc vous voyez que dans le cas du scénario avec des émissions très basses, donc celui dans lequel on diminue déjà de plusieurs pourcents par an nos émissions dès cette décennie, on arrive à peu près à rester autour de 1,5. Par contre, même en diminuant et en étant sur une trajectoire basse, on s'approche des 2 degrés. Alors, souvent, dans la suite, je vais vous parler de 1,5 ou 2 degrés. Il va de soi que c'est pas soit 1,5 soit 2 degrés et qu'il y a bien sûr, enfin, qu'être à 1,6 c'est mieux qu'être à 2 degrés. Être à 1,7 c'est mieux qu'être à 2 degrés. Donc, même si dans notre jargon et en particulier au moment des COP, on ne parle que de 1,5 et 2 degrés, tout ce qu'on peut s'éviter comme réchauffement, vous allez le voir, est quelque chose d'extrêmement important. Donc ici, vous retrouvez cette projection de température que je viens de vous montrer, donc 1850 à 2100, c'est ce qui est dans le petit carré rouge. Mais cette fois, c'est mis dans un contexte beaucoup plus large de reconstruction des températures sur l'ensemble de la période depuis le Cénozoïque, donc les derniers 65 millions d'années. Et donc vous voyez que si malheureusement on est sur cette trajectoire en rouge qui nous amène ici, on est à des températures qui n'ont pas été vues sur Terre depuis plusieurs millions d'années, et ça bien avant l'apparition des premiers ancêtres de l'homme qui étaient Homo habilis. Donc voilà, parfois on entend oui mais il a déjà fait très chaud sur Terre. Oui, à l'époque des dinosaures il faisait effectivement très chaud sur Terre. Il y a déjà eu aussi une Terre sans oxygène. Pour autant, c'est pas une raison pour penser que c'est quelque chose auquel on peut nous humains s'adapter, et en particulier avec nos organisations de société telles qu'elles sont. Donc je vous ai montré dans la première partie que le changement climatique affectait déjà toutes les régions de la Terre et avec de façon tout à fait multiple. Donc je vous ai dit que les changements que l'on subit vont s'accentuer avec la poursuite du réchauffement qui est inéluctable au moins pour les 15 prochaines années en termes de température. Donc, pour vous montrer un petit peu la différence que ça fait, par exemple, entre 1,5 et 2 degrés, ou 2 degrés et 4 degrés, vous avez ici en haut, ce sont les cartes de température de surface. Donc, vous voyez que, comme je vous le disais, il y a un contraste entre les continents et les océans. Ça se réchauffe plus sur les continents que sur les océans, plus en Arctique que dans le reste du monde. Et ce contraste, il est renforcé au fur et à mesure qu'on continue de réchauffer. Ce que vous voyez en bas, ce sont les changements de précipitations. Donc pour les précipitations, c'est très différent de la température. Pour les précipitations, ce que l'on a, c'est quelque chose qui est déjà très contrasté géographiquement, avec des zones qui sont déjà arides aujourd'hui, pour lesquelles l'aridité et la sécheresse va se renforcer, et c'est en particulier le cas de toute la région méditerranéenne, et des zones qui étaient déjà humides aujourd'hui, pour lesquelles l'humidité va également se renforcer. Donc c'est en pourcentage, donc oubliez le Sahara, pour lequel ça n'a pas de valeur ici, puisqu'on part de valeurs extrêmement faibles. Donc voilà, ce qu'il faut retenir pour les précipitations, c'est que là, les changements sont très contrastés, et c'est vrai aussi en termes de saison, c'est-à-dire que les saisons pluvieuses vont devenir plus pluvieuses et les saisons sèches vont devenir plus sèches, ce qui là encore pose des difficultés pour les écosystèmes et pour l'agriculture. Donc ça, c'est pour les comportements moyens. Si on regarde maintenant sur un exemple qui sont les vagues de chaleur, si on prend par exemple un événement de vague de chaleur qui se produisait une fois tous les 50 ans à l'époque de nos ancêtres, dans un monde sans gaz à effet de serre, aujourd'hui, avec notre réchauffement qui est déjà d'un peu plus d'1 degré, ça se produit 5 fois plus souvent, et donc ce n'est plus une fois tous les 50 ans, mais une fois tous les 10 ans. Si on regarde dans un monde à 1,5 degré, donc 1,5 degré, c'est ce que l'on dépassera dans la décennie 2030. On passe de 5 fois plus souvent à 9 fois plus souvent. Donc ces vagues de chaleur, on les aura tous les 5 ans. Dans un monde à 2 degrés, c'est 14 fois plus souvent.
Donc ça commence à faire une différence qui est encore plus importante. Enfin, vous voyez que c'est proportionnel au niveau de réchauffement. À 4 degrés, c'est 40 fois plus souvent. Ça veut dire que presque tous les ans, vous avez cette vague de chaleur qui n'arrivait qu'une fois tous les 50 ans au préalable. Donc ça, c'est pour la fréquence qui est directement corrélée au niveau de réchauffement. Et ce que vous voyez en dessous, c'est l'intensité de cette vague de chaleur. Donc non seulement ces vagues de chaleur arrivent plus souvent, mais en plus, elles sont plus chaudes que ce qu'elles n'étaient auparavant. Et là aussi, c'est directement proportionnel au niveau de réchauffement. Donc on montre dans le rapport qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont en relation directe avec le niveau de réchauffement, en fréquence et en intensité. Donc les extrêmes dont je viens de vous parler. Donc, je vous ai parlé des extrêmes de chaleur, c'est vrai aussi des vagues de chaleur marine, des fortes précipitations. Donc à chaque degré supplémentaire de l'atmosphère, on peut rajouter 7% de plus d'humidité dans l'atmosphère parce qu'on va avoir plus d'évaporation et comme l'atmosphère est plus chaude, elle peut contenir plus d'eau. Ce qui veut dire que quand ça précipite, quand il pleut beaucoup plus en quantité qu'il ne pleuvait avant. On a également une augmentation des sécheresses agricoles dans certaines régions. Donc, je vous ai dit, dans les régions qui étaient déjà sèches, on a une plus grande proportion de cyclones tropicaux intenses et plus d'événements composites qui sont les événements qui font appel à plusieurs facteurs comme les conditions de feu. Et on a également une diminution de la cryosphère qui est proportionnelle au niveau de réchauffement. Donc, dans ce rapport, je ne vais pas trop vous en parler, mais en fait, il y a beaucoup de travail qui a été fait pour aller plus finement aux échelles régionales et permettre de fournir de l'information aux décideurs ou aux gens qui font de la planification pour comprendre vraiment ce qui va se passer et accélérer l'adaptation. Et ici, ça reprend quelques points clés spécifiquement pour la région Europe. Donc peut-être ce que je peux vous dire pour résumer, donc c'est évidemment au-delà de 2 degrés, on dépasse des seuils de chaleur qui sont vraiment critiques. En particulier, on montre que, par exemple, vous le savez sans doute, la difficulté dans les vagues de chaleur, c'est le fait que la nuit, la température nocturne ne redescende pas et du coup, ça ne permet pas à notre corps de se reposer. Et on voit qu'au-delà de 2 degrés, on passe des seuils qui deviennent vraiment très problématiques pour notre physiologie, avec des problématiques aussi de difficulté à faire travailler des gens qui ont un travail en extérieur. On a une augmentation des précipitations hivernales, en particulier dans l'Europe du Nord, tandis qu'on a une baisse des pluies, en particulier en Méditerranée. On a un niveau des mers, un niveau relatif de la mer qui augmente à peu près pareil que la moyenne mondiale, un peu plus à certains endroits, mais de manière proche de la moyenne mondiale. Ce qui induit des événements extrêmes, notamment des inondations, des submersions qui sont plus fréquents et plus intenses dans toutes les zones littorales. On a un recul de la zone du littoral. Donc chez nous, en France, on a une vulnérabilité particulièrement forte de toute la côte vendéenne et tout le nord des Hauts-de-France. Et puis, on va continuer à avoir un recul des sols glacés, des glaciers et de la couverture neigeuse. Donc ça, c'est ce qu'on peut retenir pour nous en Europe. Donc avec des risques identifiés qui vont être évidemment les vagues de chaleur, des impacts sur l'agriculture avec des pertes de rendement agricole qui sont liées aux vagues de chaleur et aux sécheresses, des problèmes de pénurie d'eau et des problèmes d'inondation avec des difficultés que ça pose pour l'économie et pour les infrastructures à proximité des côtes. Donc dans le groupe 2, il montre également que les risques sont croissants avec le niveau de réchauffement. Donc le stress thermique, donc notre exposition aux vagues de chaleur, également les pénuries d'eau, et en particulier à 2 degrés pour toutes les régions qui dépendaient de la fonte des neiges. Ils vont être fortement impactés puisqu'il y aura moins de neige, donc ils vont avoir une baisse importante de l'agriculture. Des problèmes sur la sécurité alimentaire mondiale et puis des risques d'inondation et en particulier pour les petites îles et toutes les côtes littorales qui vont être exposées à la montée des mers.
Donc le groupe 2 insiste aussi sur ici c'est un exemple de la difficulté de faire face à des événements extrêmes simultanés. Donc vous voyez par exemple l'exemple de la survenue simultanée d'une vague de chaleur et de sécheresse qui va impacter à la fois les travailleurs qui travaillent dans les terres, mais également évidemment les cultures elles-mêmes. Ça induit des rendements qui sont plus réduits, ça induit une inflation de la nourriture et en même temps une réduction des revenus des ménages. Et donc ça va avoir à la fois un effet local, mais ça peut aussi créer des perturbations sur les marchés globaux. C'est un petit peu ce que l'on vit en ce moment, pas à cause du climat, mais à cause du conflit en Ukraine. Mais on voit bien qu'on ne peut pas juste se dire que si on est dans un pays qui subit moins les effets du changement climatique, on est à l'abri par rapport aux autres dans un monde qui est très globalisé. Le rapport du groupe 2 montre également qu'il y a des limites à l'adaptation et en particulier qu'au-delà de 1,5 degré, il y a des solutions qu'on appelle les solutions fondées sur la nature qui deviennent difficiles à mettre en place puisque la nature elle-même subit le réchauffement climatique. Et il montre qu'au-delà de 2 degrés, il y a des zones entières pour lesquelles il sera difficile de cultiver et en particulier d'avoir du cheptel, en particulier toutes les populations nomades dans le Maghreb qui aujourd'hui vivent d'un petit cheptel. Forcément, le cheptel, comme nous, subit le stress thermique et donc ça va devenir extrêmement compliqué pour ces populations. Donc ces difficultés s'ajoutent à l'utilisation non soutenable que l'on fait des ressources naturelles et la destruction des habitats, qui sont aussi d'autres problèmes qui viennent poser des risques sur notamment la biodiversité. Et les inégalités qui peuvent exister réduisent également les capacités d'adaptation qui sont très très inégales d'un pays à l'autre. Donc je reviens là cette fois à la physique du climat. Donc ce que l'on montre dans le rapport du groupe 1, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière pour certaines composantes du système climatique. C'est le cas de tout ce qui est lent dans le système climatique. Donc ce qui est lent, ça va être les océans et la cryosphère, donc les zones gelées, qui sont des systèmes avec des temps de réponse très lents qu'on a déstabilisés. Et même si on arrive à stopper le réchauffement climatique, eux vont continuer à évoluer pour se mettre en équilibre avec ce réchauffement climatique. Donc par exemple, la température de l'océan va continuer à augmenter, mais l'augmentation du contenu de chaleur peut être très variable d'une trajectoire à une autre. Il peut varier d'un facteur 2 à un facteur 8, donc ça va inexorablement continuer à augmenter, mais à des vitesses et dans des proportions qui sont variables. Les calottes du Groenland vont continuer à fondre, et ça même si on arrive à stabiliser les températures. Les glaciers vont également continuer à fondre. Il faut plusieurs décennies pour que les glaciers se mettent en équilibre avec la température atmosphérique. Donc même si on stabilisait aujourd'hui la température atmosphérique, les glaciers continueraient à fondre pendant encore quelques décennies. Et puis le niveau des mers va aussi continuer à augmenter quelle que soit la trajectoire que l'on prendra. Néanmoins, vous voyez ici l'augmentation du niveau des mers. Suivant la trajectoire sur laquelle on se placera, cette augmentation, elle sera plus ou moins rapide. Et ça, c'est forcément extrêmement important pour l'adaptation des infrastructures, le déplacement des populations. Et donc même si ce niveau des mers va continuer à augmenter sur ce siècle, mais également pendant les siècles suivants, ça fait quand même une différence d'être sur une trajectoire basse en gaz à effet de serre ou une trajectoire haute. Donc ça, c'était pour l'aspect très mauvaise nouvelle, on va dire. Sur les choses qui sont plus positives, c'est quand même qu'on montre dans ce rapport que certains changements peuvent être ralentis, voire même arrêtés, en limitant le réchauffement. Donc, pour limiter le réchauffement, il faut qu'on arrive à limiter suffisamment les émissions de CO2 et atteindre ce que je vous disais, net zéro CO2, c'est-à-dire on n'émet plus ou on est capable de compenser
le reste de ce que l'on émet. Si demain on arrivait à net zéro, la température se stabiliserait au niveau qu'on a atteint. Si demain on n'émettait plus du tout de CO2, on resterait à 1,1, un petit peu au-dessus, parce que 1,1 c'était pour la décennie qui vient de se terminer. Mais il n'y a pas... Les gens pensent souvent qu'il y a une espèce d'inertie et que de toute façon, quoi qu'on fasse, ça se réchauffe. Non, ça continue de se réchauffer si on continue de rajouter du CO2. Et si on arrête de rajouter du CO2, ça s'arrête, le réchauffement se stabilise là où il était. Donc pour réussir à limiter le réchauffement, que ce soit à 1,5, à 2 ou à 3, il faut à un moment donné atteindre net zéro CO2 et réduire également fortement les autres gaz à effet de serre, donc méthane et N2O notamment. Donc ici, c'est mon dernier graphique scientifique, mais rassurez-vous, il n'est pas si compliqué que ça. C'est le lien entre la hausse de température et les émissions cumulées, donc tout ce qu'on a émis depuis ici 1850, donc quasiment le début de l'ère industrielle. Et donc vous voyez, donc ici c'est pour le passé, pour chaque année, on regarde quelle température on avait et combien on avait émis depuis le début de l'ère industrielle. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a une relation qui est qui est linéaire en fait entre les deux, et que c'est vraiment complètement proportionnel. Plus on met de CO2, plus on réchauffe. Et ça reste vérifié même quand on utilise les projections futures. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est ce qui est utilisé notamment pour les prises de décision maintenant pour les COP. Et donc, ce que l'on montre dans le rapport, c'est que si on émet encore 500 milliards de tonnes de CO2, en plus de tout ce qu'on a mis depuis le début de l'ère industrielle, alors avec 500 milliards en plus, on a 50% de chances de dépasser 1,5 degré. Donc c'est 500, et chaque année, on émet aujourd'hui 40. Donc vous voyez que les 500, avec 40 chaque année, ils vont vite être épuisés, et c'est pour ça qu'on sait que très vraisemblablement, qu'on va dépasser 1,5 degré dans la décennie 2030 à 2030-2040. Donc ça vous donne une idée de l'urgence à baisser les émissions, parce que baisser, même si simplement on baissait de 50%, ça veut dire qu'on a c'est plus 10 ans, c'est plus 15 ans qu'on a devant nous, mais 30 avant de dépasser les 1,5. Donc ça change vraiment quelque chose d'important. Et puis pour ne pas dépasser 2 degrés, pour avoir 50% de chance de rester en dessous, il faut ne pas émettre plus de 1350 milliards de tonnes. Donc là, ça laisse un peu plus de levier, mais encore une fois, à 2 degrés, les effets sont déjà beaucoup plus forts qu'à 1,5 degré. Donc c'est ça l'enjeu des négociations aujourd'hui, c'est chaque pays s'engage sur ses propres objectifs de diminution des émissions pour essayer qu'à la fin, le total reste en dessous des 1350, entre 500 et 1350 milliards de tonnes de CO2. Donc c'est pour ça que nous concluons que le climat que nous connaîtrons à l'avenir dépend des décisions que nous prenons maintenant, puisque c'est vraiment dans la décennie qui vient qu'il faut commencer à baisser de plusieurs pourcents les émissions. Et si on arrive à décarboner notre économie, on montre dans le rapport qu'on a des bénéfices immédiats, par exemple sur la pollution de l'air. Donc c'est quelque chose que vous avez expérimenté durant le Covid. Il y a moins de voitures, il y a moins de pollution. C'est quelque chose qui est vraiment directement immédiat, alors que pour la température, il faut attendre un petit peu plus longtemps, puisque tant qu'on continue à émettre, on continue de réchauffer. Donc la vraie manière de faire une différence sur la température, même en baissant les émissions, c'est quelque chose dont on ne ressentira le bénéfice que d'ici à une vingtaine d'années. Donc c'est ce qui rend aussi difficile la prise de décision, c'est que c'est pas quelque chose d'immédiat, même si les efforts doivent être immédiats. Mais encore une fois, ça permet d'être sur des trajectoires qui sont fondamentalement différentes pour la génération, pour nous quand on sera plus âgé, mais aussi pour la génération à venir, dont une partie est dans cette salle. Donc c'est tout pour moi. Je pense qu'on verra la suite dans les questions.
Merci beaucoup pour cette présentation qui était particulièrement claire. J'ai vu que vous étiez très très attentif. Il n'y avait pas une mouche qui volait. Donc c'était plutôt bon signe. J'avais juste moi une première question à vous poser, c'était sur le groupe 3. Normalement, le rapport du GIEC, le 6e rapport devait sortir fin mars, puis on l'a reporté au mois d'avril. On ne sait pas trop quelle est la date exacte. Non. Ah bon? Oui, c'était septembre, donc c'était septembre 2021, ça a été reporté en avril 2022. L'accord la commande qu'avait le GIEC, c'était de le remettre avant la COP 27. Et donc il y a eu une COP qui a été décalée, qui devait avoir lieu au Chili. Donc il y a un an de retard dans la négociation. Et du coup, notre rapport, le rapport du groupe 1 est finalement arrivé avant la COP 26. Et là, les rapports des groupes 2 et 3 arrivent avant la COP 27. Ils sont en accord avec le phasage qui avait été prévu du COP. Je pense qu'on a pris à peu près 3-4 mois de retard par rapport en raison du défilé. D'accord, donc ça devrait sortir avant fin juin, quoi. Là, le dernier rapport, ils sont en train de négocier là. Ça aurait dû se terminer aujourd'hui. C'est un rapport dans lequel ils discutent des efforts qui peuvent être faits et du coût qu'ont les différentes méthodologies de réduction et du coup aussi de l'inaction, des choix politiques qui doivent être faits. Sa bataille dure. Je sais que du coup, il prolonge encore au moins jusqu'à demain. C'était déjà le cas pour le rapport du groupe 2 qui avait eu un retard. Nous, on avait eu un retard d'1 jour. Ça allait, mais c'était vraiment... c'est vraiment très dur, cet aspect de négociation. Donc le groupe 2, ils ont eu 2 jours de rap pour finir de s'entendre. Là, le groupe 3, on a encore bon espoir que ce soit signé dimanche. Mais après, c'est déjà arrivé. Il y avait eu un petit rapport sur la différence entre 1,5 ou 2 degrés qui est sorti il y a 3 ou 4 ans maintenant. Et là, il y avait des pays qui, eux, n'avaient pas voulu s'associer au résumé pour décideurs. Ça arrive parfois que certains pays, je crois que c'était l'une des premières fois. Donc, même les pays qui essaient un peu de freiner n'ont pas envie d'être non plus mis au banc de la négociation et d'être pointés du doigt comme le pays qui freine sur certaines choses. Donc normalement, le rapport du groupe 3, vous en entendrez parler sur vos ondes lundi. D'accord, vous n'avez pas d'infos à nous donner D'infos, en fait, déjà dans le rapport 1.5, donc étudier les solutions pour rester sur cette trajectoire à 1.5 degrés, grosso modo, les conclusions principales, c'est le fait qu'il faut des changements profonds, structurels, aussi bien sur nos infrastructures, évidemment, de transport, d'énergie, de la manière dont les villes sont pensées. On ne peut pas agir que sur un secteur, sur l'agriculture. Le changement est tellement énorme, c'est un changement de paradigme qu'il y a une action aussi citoyenne. Évidemment, les gens me demandent toujours, mais qu'est-ce que je peux faire moi à mon échelle? C'est quelque chose d'important, mais ça ne peut pas se faire sans des changements qui sont à plein d'autres niveaux, malheureusement. Donc il y a besoin que ça avance sur les deux, donc c'est là-dessus que ça va. Après, il y a des choses... Moi, c'est la partie... c'est un peu... Je sais que quand je finis de parler, moi, je suis soulagée parce que j'ai fini mon exposé. En général, les gens me disent... je sens que j'ai un peu transféré le pessimisme de votre côté. Moi, quand j'ai lu le résumé tel qu'il était intermédiaire du groupe qui va sortir lundi, j'ai trouvé ça plutôt très encourageant. Voilà. Ouais. Non, mais quand même un petit espoir. Non, mais il y a plus qu'un petit espoir. Moi, quand j'ai appris tout ce que je vous ai dit, en tout cas, l'état des connaissances, c'était dans les années 90. Voilà, on apprenait ça, et puis après, plus rien. Il n'y avait pas de COP, il n'y avait pas de négociation. Aujourd'hui, il y a quand même plus qu'un frémissement. En France, on est sur des émissions qui sont décroissantes, pas suffisamment, il faut vraiment pousser, mais il y a quand même des choses qui se passent. Aujourd'hui, j'étais à une réunion comme spectatrice où il y avait John Kerry, qui est le conseiller de Joe Biden. J'étais juste spectatrice, c'était pas que j'avais une réunion avec John Kerry. Et voilà, il a expliqué que vraiment, il faut se battre, mais qu'ils lâcheront pas. Donc,
que lui il voyait plein de technologies émerger en Californie qui allaient permettre vraiment des avancées majeures. Donc après, c'est aussi une vision américaine où eux ont une vision très technologique des solutions, mais même si ce que je vous ai montré peut paraître sombre, il y a quand même des choses qui se passent, il y a des négociations internationales. Peut-être qu'on n'arrivera pas à 1,5, mais je ne pense pas qu'on arrivera à 4 degrés non plus. On va peut-être passer maintenant aux questions. Alors, je ne sais pas si vous avez rempli les petits post-it. Non, j'avais dû les distribuer quel gâchis. Parce qu'ils écoutaient sérieusement. Vous repartirez avec un post-it. Sinon, voilà, la foire aux questions est ouverte. N'hésitez pas. Passez le micro parce que tu n'as pas la voix assez forte. Au début de l'exposé, quel est le rapport entre l'ozone et les céréales? L'ozone, c'est un très très fort oxydant et du coup, quand il est absorbé sur les feuilles, en fait, vous le voyez, mais vous en rendez pas forcément compte, mais ça fait des taches marron sur les végétaux et en fait, ça altère le rendement des céréales puisque ça crée un stress oxydatif important pour les plantes. C'est vrai pour bon nombre de plantes, mais particulièrement les céréales. Et le coût financier est assez élevé. Pour l'agriculture, c'est quelque chose d'important. Enfin, quand on fait des études de coût de l'ozone, c'est aussi important que les effets sur la santé humaine. Ouais. Bon, j'ai deux questions. Elles sont arrivées par post-it. Exactement. Alors, il y en a une qui est très pragmatique, mais qui est intéressante. C'est comment prendre connaissance des rapports du GIEC lorsqu'on n'est pas anglophone. Alors, j'en ai deux exemplaires, sinon celui du groupe 1 et du groupe 2 en français, parce qu'il y a des associations quand même qui font ce travail. Ça prend un petit peu de temps, mais celui du 28 février, par exemple, il est disponible, notamment sur The Shifter. Alors, il y a des traductions officielles, puisque le français fait partie des langues de l'ONU. Donc, j'ai moi-même travaillé sur la traduction officielle du résumé, mais comme c'est officiel, c'est très long, puisque chaque mot, il faut vraiment vérifier la concordance avec les rapports précédents. Et donc finalement, ça met des mois, et c'est que le rapport du groupe 3 est sorti, ou je sais pas. Donc voilà, il y a des versions un peu pirates en français, mais qui en général sont quand même d'assez bonne qualité et permettent déjà de se faire un avis. Et souvent même le vocabulaire choisi est plus vulgarisé que nous qui devons respecter certains choix de mots qui avaient été faits dans des rapports précédents, où des fois c'est un peu verbeux. Donc voilà, ça existe en français, même si après les résumés vont sortir également en français. Il y a différents produits dérivés dont on essaie de faire des traductions en français à nos heures perdues. J'ai des questions assez précises. Je vais commencer par là, après on fera des questions plus larges. Quel impact et à quelle échéance de la fonte de la cryosphère sur le Gulf Stream? Enfin, plutôt, quel est l'impact de la fonte de la cryosphère sur le Gulf Stream? Alors, je vous ai dit, je suis chimiste de l'atmosphère, pas océanographe, mais effectivement, il y a un impact du changement de la quantité d'eau douce qui arrive dans l'océan Atlantique, qui vient perturber la circulation thermohaline, donc la circulation océanique. Je ne sais pas dire si c'est essentiellement ce changement en eau douce qui perturbe la circulation thermohaline. Ce que je peux vous dire à propos du Gulf Stream, c'est, alors d'une part, on n'a pas, le Gulf Stream, c'est un courant marin qu'il y a dans l'Atlantique Nord, qu'avant on imageait comme une espèce on mettait juste une flèche. En fait, on s'est rendu compte depuis que c'est plein de petits courants, dès que ça arrive à un endroit de l'Atlantique, ça se divise en plein de petits courants, ce qui veut dire que c'est difficile à mesurer, qu'on n'a pas des mesures fiables sur un passé très long où on peut dire ça c'est vraiment la quantité de courant. Donc comme on n'a pas de mesure fiable sur un passé très long, l'interprétation est déjà un petit peu compliquée. Ce que l'on voit, c'est une atténuation
c'est plutôt une atténuation du Gulf Stream. Et ce que les modèles océaniques montrent dans le futur, c'est qu'on a une atténuation qui est de plus en plus forte, mais on n'a pas, comme dans certains films catastrophes, un écroulement du Gulf Stream qui fait qu'on aurait pu... ce Gulf Stream, en fait, il nous ramène des eaux chaudes, et donc avec de l'air chaud depuis le golfe du Mexique. Donc c'est ce qui fait qu'on a des hivers relativement doux, même si on est à la même latitude que New York, on n'a pas les mêmes tempêtes de neige. Donc c'est quelque chose qui s'affaiblit, mais c'est pas quelque chose qui s'effondre non plus. Donc, mais ça reste quelque chose qui reste encore très incertain, puisqu'on n'a pas beaucoup de recul en termes de mesures sur les décennies précédentes. Mais en tout cas, on ne se dirige pas vers un scénario catastrophe de ce point de vue-là. Alors là, une question d'actualité brûlante, j'allais dire, sur la guerre en Ukraine, et quel est l'effet, par exemple, de l'explosion de bombes, etc., quand il y a des bombardements massifs, par exemple. Est-ce que ça a une incidence sur la chimie de l'atmosphère, à court, à moyen et à long terme, voire sur le climat? Alors, je pense pas que ça ait un effet... bien sûr, s'il y avait une énorme explosion nucléaire, mais je pense que l'effet sur le climat serait le moindre de nos soucis. Après, si on prend des volcans, là, toutes les trajectoires que je vous ai montrées, pour le passé, on sait quand il y a eu des éruptions volcaniques et c'est pris en compte dans nos simulations passées. Pour le futur, on est bien incapable de dire quand aura lieu la prochaine éruption volcanique. Quand vous avez des très fortes explosions, donc pas comme l'explosion du Tonga dont vous avez pu entendre parler il y a quelques semaines dans l'océan Pacifique, mais des explosions comme le Pinatubo, où là, ça fait un champignon qui monte jusque dans la stratosphère. Dans ces cas-là, vous avez des aérosols qui restent longtemps dans la stratosphère et vous avez une baisse de la température pendant 1 ou 2 ans après cette explosion volcanique. Donc ça, c'est quelque chose qui peut très bien arriver demain. Il fera plus froid, ça ne veut pas dire que le réchauffement climatique est arrêté, il est mis sur pause, et puis dès que les aérosols ont disparu, on revient sur l'endroit où on était dans la courbe. Donc on peut imaginer qu'une explosion aussi énorme qui atteindrait la stratosphère aurait le même effet, mais encore une fois, une explosion aussi énorme, je pense que finalement le pire ne serait pas l'effet sur le climat. Après le reste, la guerre, ça se fait aussi beaucoup, il faut des machines, beaucoup à coup d'énergie fossile, mais je ne pense pas que la production est significativement augmentée à cause de la guerre et que l'utilisation est plus augmentée. Ça freine plus les négociations, ça c'est sûr, mais je pense pas que ça ait d'impact sur le climat actuellement. Après la question qu'on se pose tous, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Chacun dans son coin. Une source importante d'informations en français, Matt, c'est le logo du Conseil pour le climat qui s'est dilaté. Donc, si vous tapez Haut Conseil pour le climat, c'est un conseil d'experts qui a été mandaté par notre président Macron. Et donc c'est des experts mais indépendants, donc il y a Valérie Masson-Delmotte qui en fait partie, et eux réunissent tout un tas d'informations et évaluent la politique de la France, et est-ce que la France fait ce qu'il faut pour qu'on soit sur ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, qui est quelque chose qui a été décidé et voté. Donc cette stratégie, elle permet que l'on soit aligné avec nos engagements internationaux de réduction de gaz à effet de serre. Et donc, eux, chaque année, regardent si on est ou pas sur la bonne trajectoire. Et ils publient tout un tas de petites choses et de petites explications. Donc là, ici, je vous ai pris une des figures qui sont les émissions de gaz à effet de serre en France. Et donc, vous voyez que nos émissions en France, elles sont dominées par les transports. Contrairement aux autres pays, notre électricité est beaucoup décarbonée, pas entièrement décarbonée, mais beaucoup décarbonée. Donc chez nous, c'est pas comme chez les autres, c'est beaucoup les transports. Donc évidemment,
Un des premiers moyens, c'est de moins prendre son véhicule, rouler moins vite, c'est vraiment un gain en termes de consommation d'essence et donc d'émissions. Donc ça, c'est la première chose. Il y a une partie sur l'agriculture, et je vous ai dit en particulier l'élevage est fortement émetteur de méthane, donc manger moins de viande, c'est à la fois bon pour la santé et en particulier moins de bœuf. Ça ne veut pas forcément dire vivre comme des Amish et ne plus rien consommer, c'est juste faire déjà un petit bout d'effort et encore une fois déjà être plus raisonnable, c'est déjà significatif. Il y a une partie bien sûr sur les logements et sur l'isolation des logements et là vous l'avez entendu avec la crise du gaz liée à nos importations russes. On vous recommande éventuellement de moins chauffer si vous êtes au gaz. Et puis, il y a une partie importante de nos émissions en France, ça ramène 50% en plus d'émissions, qui est liée à nos importations de biens et de services. Et donc, voilà, de manière générale, quand on consomme, et ben derrière, il a fallu produire ce qu'on consomme et il y a des émissions. Et donc, aujourd'hui, à chaque fois que vous entendez des publicités qui vous invitent à consommer vert, ben, en fait, on ne peut pas consommer vert, on ne peut pas prendre l'avion vert. Voilà, quand j'ai pris l'avion pour aller aux États-Unis, c'était sur Delta Airlines qui expliquait que comme c'était bien de visiter la planète, il protégeait la planète. Et ben, en fait, non, quand vous avez émis du CO2, vous avez émis du CO2. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui permette de compenser les émissions de CO2. Il y a des plans, par exemple, de reforestation ou d'empêchement de déforestation. Il y avait beaucoup de plans qui étaient, par exemple, en Amazonie, avec le président brésilien qu'on a actuellement, où la déforestation n'a jamais été aussi importante. Tout ça est parti en fumée et le carbone que vous aviez émis n'a pas été compensé si vous l'avez compensé carbone. Donc il n'y a pas aujourd'hui, même si ça nous donne bonne conscience et même si on aimerait que ce soit le cas, de vraies possibilités de compenser le CO2 et pas dans les proportions dans lesquelles on émet. Donc aujourd'hui, c'est être raisonnable sur notre consommation. Après, je vous disais, il y a aussi besoin de changements structurels, donc il ne faut pas non plus se faire harakiri et être tout seul à faire des efforts, mais c'est important de faire des efforts et de comprendre pourquoi, sans doute, faudra-t-il faire encore plus d'efforts à l'avenir. Il y a une vraie raison et encore une fois, les efforts qu'on fait sont moindres par rapport à ce qu'on va subir en raison du réchauffement climatique si on n'arrive pas à réduire nos émissions. Donc voilà, donc le transport, l'isolation et une consommation raisonnable. Aujourd'hui, dans nos pays, il y a, même si ce n'est pas le cas de tout le monde, il y a énormément de surconsommation. Il y a des pays qui émergent pour qui les émissions sont liées simplement à accéder à une sécurité alimentaire ou une sécurité matérielle qui est très très loin derrière la nôtre. Donc voilà. Alors, une autre question, c'est est-ce qu'on a mesuré l'impact du réchauffement climatique sur la faune et la flore ? Ouais, c'est moi qui me suis exprimée en termes trop techniques. C'est ça qu'on inclut dans les écosystèmes, c'est vraiment la faune et la flore. Donc aujourd'hui, ce changement climatique, il a un fort impact sur la faune et la flore. Donc quand je vous disais un déplacement des écosystèmes, donc c'est un déplacement de cette faune et de cette flore qui essaie d'aller soit vers des altitudes plus élevées, soit plus au nord pour bénéficier de climats qui correspondent à leur physiologie. Donc on a déjà un impact du changement climatique, mais qui n'est pas le premier ou le seul facteur de la perte de biodiversité. Donc la perte de biodiversité, c'était pas le sujet aujourd'hui, mais c'est un sujet qui est au moins aussi inquiétant que le réchauffement climatique parce qu'il a aussi ce caractère irréversible. Et là, c'est la première pression sur la biodiversité, c'est la perte des habitats, le fait qu'on ait de plus en plus de zones anthropisées et qu'il n'y ait plus beaucoup de milieux naturels qui permettent une biodiversité. Et c'est les pollutions diffuses de l'air, du sol, des eaux qui mettent beaucoup de pression sur le vivant. Donc voilà, le réchauffement climatique n'est qu'un des effets en plus sur la biodiversité. Il y a d'autres
d'autres choses qui sont croisées entre le climat et la biodiversité. Je vous ai parlé d'émissions net zéro et donc de compenser les émissions. L'une des solutions qui est envisagée, c'est de remettre des forêts là où il y en avait avant et où on a transformé par exemple en zone agricole ou en zone urbaine, ou même de mettre des forêts là où il n'y en avait pas. Donc ça, c'est une première technique. Il y a une autre technique qui est de faire des bioénergies, donc de faire planter de planter des espèces, des céréales par exemple, qui nous servent à faire de l'énergie. Et dans les usines où on brûlerait, on produirait cette énergie, on récupérerait le CO2 pour l'enfouir dans le sol. Donc ça, ce sont les bioénergies avec capture de CO2. Donc ça, c'est quelque chose qui est utilisé massivement dans nos scénarios quand on veut avoir des émissions négatives, donc récupérer. Mais ça veut dire que du coup, les terres, elles nous servent à la fois à produire notre alimentation, à produire l'énergie, et par ailleurs, on a aussi envie qu'elles nous servent pour la biodiversité. Donc il y a des solutions. Il ne faut pas se dire on va avoir des émissions négatives, ça va être magique et on va continuer. En fait, aujourd'hui, les émissions négatives, elles sont pensées avec des effets qui peuvent aussi être très pervers sur la biodiversité ou sur la pression sur les ressources alimentaires. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur la biodiversité. Alors une petite question purement technique. En fait, on vous demande comment les scientifiques arrivent à mesurer le climat ou les différences de composition, par exemple, de l'atmosphère il y a 65 millions d'années, 5 millions d'années, 10 000 ans, etc. Alors qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait personne pour les mesurer. Alors ça dépend évidemment de l'échelle de temps. Donc pour ce qui est par exemple des températures et des températures océaniques, on a des enregistrements quand même assez loin dans le passé, puisque on a des collègues qui vont renumériser tout un tas d'archives, par exemple des mesures que faisaient les bateaux qui mesuraient la température de l'eau de surface depuis, je crois, 1650 à peu près. Il y avait des mesures. Donc on a là des mesures quasiment directes sur un laps de temps relativement long. Après, on peut reconstruire la composition en CO2, méthane, à partir de l'analyse des bulles qui sont dans les carottes de glace. Donc les carottes de glace, c'est la neige qui s'est tassée, qui a piégé des petites bulles. Donc avec les bulles, on a la composition. Avec des sédiments dans l'océan. Donc les carottes de glace, on peut remonter jusqu'à 1 million d'années. Et si on arrive à extraire la plus ancienne glace qui soit en Antarctique, on arrivera à aller jusqu'à 1,5 million d'années dans le passé. À partir de l'information dans les sédiments marins, donc dans les carottes de sédiments au fond de l'océan, on arrive à reconstruire de l'information sur la circulation océanique, parce que dans ces carottes, on retrouve par exemple des coquilles de différents planctons qui ont des coquilles en carbonate, et en faisant des analyses isotopiques, on arrive à savoir quelle était la température de l'océan quand ils ont vécu et quand ils sont déposés. Donc là, ça permet aussi de remonter relativement loin dans le passé. Après, plus on remonte et plus ça devient des trucs un peu compliqués. On a, par exemple, des pollens qui nous informent sur la végétation qu'il pouvait y avoir sur les différents continents. Par exemple, il y a 65 millions d'années, l'Antarctique, c'était un climat tropical, donc on peut retrouver des espèces, des restes de ce climat tropical. Donc du coup, ça nous donne de l'information. Le climat et la faune qu'il pouvait y avoir nous donnent une information sur la température qui pouvait régner à cette époque-là. Donc voilà, des méthodes toujours plus alambiquées quand on veut retourner dans le passé, et une incertitude qui est évidemment aussi beaucoup plus grande. Merci. Alors, une autre question d'actualité, mais qui est liée
aux problèmes énergétiques actuels qu'on rencontre. Qu'est-ce que vous pensez du bilan énergie-bois? Donc l'utilisation du bois comme source d'énergie, notamment de chauffage. On est à la campagne et il y a beaucoup de foyers qui ont un insert ou un poêle. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis? Là, on entre dans des choses très pointues. Si vous me demandez un conseil pour l'achat de l'insert, ça va devenir compliqué. Le bilan de l'énergie bois. Alors, ce que je peux en dire, c'est que le bois, l'un des problèmes, c'est la pollution de l'air. Mais ici, vous êtes quand même dans une zone relativement aérée, on va dire. C'est un des problèmes en Île-de-France où, contrairement à ce qu'on croit, il y a encore beaucoup de gens qui utilisent du chauffage au bois ou des cheminées à foyer ouvert, plus pour des questions là de confort. Et ça pose des vrais problèmes de niveau de particules là où l'habitat est plus concentré. Je pense que c'est moins le cas ici. L'énergie bois, évidemment, si c'est la forêt à côté de chez vous, c'est un bilan pour le climat, pour le CO2 qui est nul. Aujourd'hui, l'un des problèmes, c'est que c'est beaucoup à granulés et que les granulés, ils viennent parfois de très très loin, même d'autres continents, et donc ça, c'est un problème. Et de la même manière, tout ce que vous achetez en bois, même des choses qui sont faites en chêne européen, ont parfois été débitées en Chine parce que la main-d'œuvre est moins chère. Donc, c'est toujours des choses qui, moi, m'ulcèrent, mais voilà. Et sinon, du point de vue purement CO2, le bois, c'est neutre pour le climat, si tant est que la forêt soit gérée, c'est-à-dire qu'il y ait des arbres qui soient replantés une fois que vous avez coupé vos arbres. Mais en France, on est quand même plutôt sur une croissance des zones forestières plutôt que sur un problème de déforestation. Donc, voilà. Bien, donc une des dernières questions peut-être. Que pensez-vous de la géo-ingénierie climatique? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce qu'elle va se développer? Il y a aussi quelques délires dans ce cas-là. Alors, on en a parlé tout à l'heure, vous pensez à la captation de CO2. Ouais. Alors ça, c'est pas vraiment ce qu'on appelle la géo-ingénierie climatique. C'est-à-dire ça, c'est fait vraiment partie des solutions qui sont envisagées vraiment à grande échelle, même si aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit le cas d'usines qui vraiment fassent des bioénergies avec récupération de CO2. La géo-ingénierie, c'est plus des méthodes, par exemple. Donc, parmi les méthodes, il y a faire comme les volcans, c'est-à-dire, je vous ai dit, les volcans, ils injectent des particules dans la haute atmosphère, dans la stratosphère. Donc, il y a une des idées géniales qui est d'aller injecter des particules de soufre ou d'autres compositions dans la stratosphère. La difficulté, il y a plusieurs difficultés. Déjà, une des difficultés que ça pose, c'est pas des quantités qui sont inenvisageables, mais l'une des difficultés, c'est que ça agit aussi sur la couche d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets, que ça interagit avec les précipitations, et les précipitations, c'est les choses qui sont les plus compliquées à modéliser avec nos modèles de climat. Donc il y a potentiellement des régions qui subiront un impact négatif. Et puis, pendant que vous faites ça et que vous continuez à augmenter votre CO2, vous continuez à acidifier l'océan, et le jour où vous arrêtez de mettre des particules, vous revenez sur votre courbe initiale. Donc ça peut être un changement encore plus brutal si d'un coup les pays n'arrivent plus à se mettre d'accord pour injecter. Donc là et dans toutes les méthodes de géo-ingénierie, il y a un gros problème aussi de qui décide, comment on se met d'accord, et est-ce que vraiment le bénéfice est partout? Ça, c'est un petit peu compliqué. Après, il y a des manipulations des nuages au-dessus de l'océan qui sont envisagées. Il y a différentes techniques, mais le plus souvent, il y a des impacts sur les écosystèmes et éventuellement des choses qu'on ne sait pas bien quantifier. Donc, c'est vraiment jouer aux apprentis sorciers que de se lancer là-dedans. Et c'est clairement, c'est des choses qu'on évalue dans le GIEC parce qu'il y a des publications et que il y a des pays, encore une fois, les États-Unis sont très technologie et trouvent une solution pour continuer potentiellement à émettre. Donc,
tant qu'il y a des gens qui mettent des solutions sur la table, c'est aussi notre devoir d'évaluer les bénéfices et les risques. Et du coup, dans le GIEC, d'en parler, c'est pas parce qu'on en parle qu'on le prône, c'est juste qu'il y a de la littérature et on doit bien essayer de voir ce que l'on sait et démêler le vrai du faux dans la littérature. Il y avait un monsieur qui essaie depuis tout à l'heure. Vous avez tout axé sur le CO2, bien sûr, c'est le pétrole, mais est-ce que les problèmes que l'on a, c'est pas plutôt aussi un problème structurel général, qui est global, c'est les sociétés dans lesquelles on vit basent tout leur économie sur la croissance, en fait. Vous avez eu un rapport Windows qui date de 1974, donc encore avant avait pointé justement ce problème-là et avait donné une solution, non pas à la décroissance, mais de ralentir, voire stopper la croissance et parler aussi de l'épuisement des ressources. Parce qu'il n'y a pas que ce problème de CO2. Enfin, vous êtes là pour celui-là, mais le problème climatique, c'est un problème. Vous avez pointé le CO2 comme étant une des causes principales de ce problème. Mais il y a d'autres problèmes et je voudrais pas être pessimiste, mais je trouve qu'il y a là une réflexion structurelle sans doute à faire sur le type de société que l'on veut construire. Alors, on veut continuer à produire, est-ce que vous voulez continuer à avoir des solutions technologiques? Vous avez évoqué, peut-être d'ailleurs avec cette les États-Unis qui l'envisagent, c'est-à-dire plutôt la solution technologique de la science. C'est pas non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais là, moi, ce que je vous ai présenté, c'est la partie sur les bases physiques, qui est le premier rapport. Ce que vous dites, c'est exactement ce qu'il y aura dans le rapport qui va sortir après-demain, qui, là, est l'analyse des émissions et de la manière dont on peut changer les émissions et du lien étroit entre l'économie, les choix de société. Mais là, c'est pas moi ma spécialité, donc c'était pas. Mais évidemment que ces émissions de CO2, elles n'arrivent pas là par hasard. C'est vraiment nos systèmes de produire et de surtout produire toujours plus. Alors après, encore une fois, le problème est différent dans les pays comme les nôtres, où on surconsomme. Alors pas tout le monde, en pratique, quand on regarde les émissions, c'est directement indexé sur le niveau de revenu des ménages. Donc il ne faut pas oublier que évidemment une empreinte carbone moyenne par individu n'est pas forcément représentative du mode de vie de chacun d'entre nous. Mais du coup, oui, il y a bien un problème de nos sociétés qui sont dépendantes au carbone. Il y a des pays qui ont des empreintes carbone gigantesques, et en particulier, voilà, aux États-Unis, j'étais dans le Nevada où ils roulaient avec des voitures mais incroyables, et tous, c'était pas quelques-uns, c'était vraiment, je veux dire, ils gaspillent toutes leurs ressources tout le temps, c'était vraiment assez difficilement supportable. Et en même temps, pour d'autres, encore une fois, il s'agit juste d'accéder à un niveau juste minimal de développement. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le rapport du groupe 3, il y aura des exemples, je ne pense pas non plus qu'il y ait ici un journaliste, non, mais il y a des exemples aujourd'hui d'endroits où il y a un découplement entre la croissance et les émissions de CO2, parce qu'aujourd'hui, il y a des énergies dans certains endroits qui sont moins chères que de tout axer sur le fossile, donc ça change de paradigme. Après, il y a aussi ce paradigme de est-ce qu'il faut être tout le temps en croissance, sachant, comme vous l'avez dit, qu'il y a un problème sur d'autres ressources également et de pression très forte sur la biodiversité. Donc cette espèce d'impression de il faut tout le temps plus. Il y a un moment donné où on voit bien que ça nous emmène dans le mur, et que la perte de biodiversité et le climat en sont juste deux exemples parmi d'autres sur les pressions environnementales et sur la pression que ça met sur une partie de la population humaine. Donc, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est analysé par le groupe 3, donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé aujourd'hui. On attend dimanche.
Lundi matin. Voilà, on saura tout lundi matin. Tu avais une question aussi tout à l'heure? Ouais. Alors, juste une première. Oh, je ferai la dernière. Une petite question, mais très très locale. À l'occasion de l'élaboration du PCAET, qui est le plan climat du canton Bassé-Montois, il a été démontré, à la suite d'une étude d'impact, que c'est l'agriculture qui est le principal émetteur de gaz à effet de serre dans notre canton. Je vous ai entendu dire, il me semble tout à l'heure, que c'est dans ce domaine-là qu'il va être très difficile de faire changer les choses. Je crois avoir, ou peut-être j'interprète, vous pouvez nous en dire un mot? Alors, c'est plus difficile parce que ça demande des changements de pratique. Aujourd'hui, on peut imaginer produire de l'énergie avec différents mix énergétiques. Il n'y a pas de solution idéale, mais en tout cas, il y a quand même, pour les émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture, on peut diminuer ces émissions en modifiant certaines pratiques agricoles. On peut favoriser le stockage de carbone dans le sol. On peut mettre moins d'intrants azotés, donc moins de fertilisants. Aujourd'hui, en France et en Europe en général, on met énormément d'intrants et on a des problèmes après de cycle de l'azote dans plein d'autres écosystèmes qui sont en aval des cultures. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut diminuer. On continuera quand même d'utiliser des intrants azotés, c'est juste qu'il faut réussir à en mettre la bonne quantité au bon endroit, au bon moment. Mais sans doute, ça continuera d'être un secteur, on ne peut pas arriver à zéro là-dessus. Sur le méthane, il y a des solutions à la fois diminution du cheptel, mais aussi de changement de son alimentation, de sélection aussi des espèces, mais tant qu'on garde du cheptel, on va garder des émissions de méthane. Donc, de la même manière, l'aviation aujourd'hui... Sur les méthaniseurs, par exemple, quel est votre point de vue sur l'utilisation des méthaniseurs en Seine-et-Marne, et notamment dans le canton ou à côté? Alors, il y en a de plus en plus. Je reviens après dessus. Un autre secteur difficile, enfin, qu'on voit mal comment on pourrait complètement l'arrêter et remplacer, c'est l'aérien. Où aujourd'hui, même s'il y a une part de bioénergie dedans, l'efficacité énergétique du kérosène est quand même difficile à complètement remplacer. Donc il n'y aura pas d'avion propre avant des décennies, même si on investit beaucoup d'argent public en disant que c'est pour demain l'avion propre. Donc ça, c'est des émissions dont on sait, ça fait partie des émissions résiduelles pour lesquelles il faudra trouver des solutions pour compenser. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on peut pas arriver à zéro qu'il faut pas faire d'efforts et qu'il faut pas abaisser ses émissions. Je reviens sur les méthaniseurs. Alors, je suis vraiment pas du tout spécialiste. Je sais juste que le méthane, le problème, c'est que la moindre fuite fait perdre tous les bénéfices parce que c'est vraiment un très puissant gaz à effet de serre. Donc, ça demande vraiment une parfaite maîtrise pour qu'il n'y ait aucune fuite. Et il me semble, mais ça c'est ce que j'ai lu plutôt sur des sites plus spécialisés, qu'une des difficultés c'est que c'est des très gros investissements, il faut faire venir du lisier d'endroits très éloignés pour vraiment rentabiliser, et du coup c'est encore un gros investissement qu'on demande à faire aux agriculteurs, où après ils peuvent éventuellement être dans l'impasse si les rendements ne sont pas ceux qu'on leur a promis, donc voilà. Enfin, c'est pas... Ouais. Oui, c'est ça. Souvent, il faut faire d'autres cultures pour vraiment, pour vraiment optimiser la quantité de méthane. Donc, il y a des avantages, inconvénients, mais je ne suis pas spécialiste plus que ça. Il n'y a jamais de solution miracle. Merci beaucoup. Ah, Joël. Par rapport à localement, là, sur la question qui était avant sur l'agriculture, il y a quand même des agriculteurs, moi je suis pas mal en contact par rapport à la biodiversité pour le sauvetage des busards, et il y a quand même des agriculteurs qui mettent moins les terres à nu l'hiver, c'est qu'il y a pour capter le CO2, et moi autour de Savin, il y a eu beaucoup de champs où il y avait à l'automne, il y avait comment c'était vert, c'était comment, il y avait du tournesol, il y avait une mélange de
Févrole et tout ça. Donc il y a une évolution, il y a des groupements d'agriculteurs quand même qui évoluent, notamment dans le secteur de la bassée. Il y a des agriculteurs qui mettent moins les terres à nu et c'est bénéfique pour capter quand même le CO2. Donc moi je voulais intervenir quand même moins là-dessus. Oui, il y a effectivement aujourd'hui beaucoup de techniques qui sont mises en avant. Je me souviens plus du nom, non, peut-être d'agroforesterie, voilà, et notamment pour mieux fixer le carbone, pour finalement permettre un sol qui soit vivant, qui non seulement stocke du carbone, mais qui a une plus grande biodiversité. S'il a plus de carbone, il est plus fertile. Donc voilà, revenir. Mais tout ça, ça demande des changements de pratique et aussi un apprentissage dans des périodes où les agriculteurs subissent aussi en premier lieu les changements climatiques. Donc eux sont déjà dans l'adaptation avec des années qui se succèdent, sur lesquelles ils ne peuvent pas s'appuyer sur l'antériorité de leur expérience parce que chaque année est un nouveau climat en quelque sorte. Donc ils ont déjà cette difficulté-là. Plus effectivement le fait de devoir potentiellement participer à l'atténuation. Mais effectivement, il y a aujourd'hui des techniques qui permettent de plus être dans le tout fertilisant et tout pesticide. L'ultime question de la soirée, c'est sur la distinction entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Est-ce que l'hémisphère nord émet-il plus de CO2 que l'hémisphère sud ? Clairement oui, puisque les États-Unis, la Chine sont dans l'hémisphère nord. L'Europe est fortement émettrice. Dans l'hémisphère sud, vous avez l'Afrique qui émet quasiment rien. Surtout si on le ramène à sa population. J'imagine l'Amérique latine un peu. L'Australie émet beaucoup par habitant. Ça fait partie comme les Américains, des modes de vie extrêmement émetteurs. Mais clairement, oui, c'est l'hémisphère nord qui émet le plus. Après, les impacts ne sont pas du tout corrélés au lieu d'émission. C'est vraiment, quel que soit l'endroit où est émis le CO2, après, il se mélange de manière uniforme dans l'atmosphère. Et c'est bien tout le problème, c'est que ce n'est pas forcément ceux qui ont émis dans le passé qui subissent les plus forts effets, en particulier les petites îles océaniques qui aujourd'hui vont se retrouver submergées, ne sont pas responsables de notre historique de CO2. Donc il y a tout un enjeu de négociation qui est sur aussi cette disparité entre la responsabilité et les impacts. Et c'est un des volets des négociations COP, d'alimenter un fonds d'aide à ces pays qui vont subir le plus fort le réchauffement et qui ne sont pas responsables des émissions. Merci beaucoup pour cette présentation et puis ces réponses précises à nos questions qui peuvent des fois vous paraître un peu naïves, mais c'est vrai qu'elles sont toutes importantes. Je vous propose maintenant de recevoir la visite de